Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Mes premiers mots seront aussi pour vous, Madame la Ministre, pour vous signifier simplement que ce combat ne fait que commencer. La délégation aux droits des femmes auquel j'appartiens y apporte toute sa contribution et il y a quand même quelques hommes qui y font partie, mais au-delà de ces hommes qui font partie de la délégation aux droits des femmes, je peux vous assurer qu'ici, l'ensemble de mes collègues sont concernés par ce fléau. Et en tant qu'ultramarin, je me suis engagé personnellement parce que ce fléau a pris une trop grande importance dans les sociétés ultramarines. Comme notre collègue Françoise Laborde a déjà eu l'occasion de le dire lors de l'examen de la proposition de loi devant le Sénat, le 9 juin dernier, le tabou des violences conjugales est bel et bien en train d'être brisé, à la fois dans notre société, mais aussi dans notre législation, grâce à l'adoption ces dernières années d'une série de textes renforçant la prévention et la répression de ces violences très spécifiques survenant dans le secret du huis clos familial. Cette particularité leur confère une grande complexité. D'abord, parce que ces violences ont des incidences sur les enfants, qui en sont malheureusement, la plupart du temps, les premiers témoins, quand ils n'en sont pas aussi les victimes. Ensuite, parce que dans toute action de prévention et de lutte contre les violences conjugales, nécessite des réponses transversales, à la fois sur le plan social, judiciaire, éducatif et législatif. Enfin, le constat ne serait pas complet si j'omettais d'évoquer le rôle central que tiennent les lanceurs d'alerte par leur vigilance active pour identifier les faits et y mettre fin. Nous avons pu le constater pendant la période récente du confinement, véritable révélateur de l'ampleur de l'effort fourni pour gagner cette bataille. Notre arsenal juridique doit donc être renforcé, car le fléau n'est toujours pas endigué. Les statistiques annuelles de mortalité le prouvent, elles sont souvent aussi cruelles, mais je ne reviendrai pas ici sur ces données chiffrées déjà très largement commentées tout au long de l'examen du texte à l'occasion des travaux de la délégation aux droits des femmes dont je suis membre. Avec les sénatrices et les sénateurs de mon groupe, le RDSE, je salue les nouvelles dispositions prévues par la commission mixte paritaire, tout en regrettant néanmoins que le Grenelle pour la lutte contre les violences conjugales n'ait pas abouti à une loi cadre, plutôt à une succession de propositions de loi partielles. L'ampleur de ce fléau aurait pourtant nécessité, de notre point de vue, de recourir à une loi cadre qui serait à la mesure de la concertation engagée lors du Grenelle et des espoirs suscités dans ce cadre, mais également à la mesure des freins qui perdurent, tant au niveau sociétal que judiciaire. Une loi cadre aurait pu traduire une véritable prise de conscience collective, politique et institutionnelle à la mesure du fléau. Néanmoins, la commission mixte paritaire réunie le 9 juillet dernier est parvenue à un compromis et je tiens à souligner tout particulièrement que les apports du Sénat y ont été déterminants, notamment sur les sujets les plus sensibles. Je pense à la restriction de l'exercice de l'autorité parentale en cas de violence conjugale ou à la limitation du recours à la médiation, conformément à l'avis des experts que nous avons auditionnés tout au long des travaux de la délégation aux droits des femmes. Si nous les votons aujourd'hui, d'autres mesures seront bienvenues, comme le fait de décharger de l'obligation alimentaire les descendants ou ascendants des victimes envers leurs parents auteurs de violences conjugales dans des cas précis comme le meurtre, l'emprisonnement, les violences ayant entraîné la mort ou toute tentative de l'un de ces crimes. La levée du secret médical sera aussi une mesure déterminante, je dirais même historique. Tout médecin ou soignant sera désormais en droit d'informer les autorités des faits de violence conjugale sans l'accord des victimes. Plusieurs articles, dont l'article 1er B,
portant sur les modalités de délivrance des ordonnances de protection ont été supprimés lors de la CMP, mais ils ont été satisfaits suite à la publication récente d'un décret venu corriger les effets délétères de celui du 27 mai dernier. Il n'était pas acceptable, en effet, que les procédures administratives de contestation reposent sur la responsabilité des victimes, lui imposant des délais de signification intenables de 24 heures. Sur ce point, nous avons abouti rapidement, malgré la période de confinement, et grâce à une très forte mobilisation des associations de terrain et des parlementaires membres de la délégation. Le renforcement, avec l'article 1er du maintien à domicile de la victime par le droit de l'éviction du conjoint violent, est aussi particulièrement notoire. C'est une avancée très attendue. La diminution du délai de préavis imposé au locataire avant de quitter son logement, passant de 3 mois à 1 mois, en cas de poursuite prononcée d'une ordonnance de protection des violences conjugales, a donné lieu à discussion. Même si des inquiétudes persistent, notamment sur le respect des délais prévus de 6 jours pour délivrer une ordonnance de protection, qui ne nous semble pas réaliste, les principales avancées de ce texte seront des mesures très utiles sur le terrain. Avec ce texte, le législateur rappellera qu'un conjoint violent ne peut pas être un bon parent. Il traduira cette réalité, cette vérité, dans la loi en restreignant l'autorité parentale, le droit de visite ou de garde, qui sont autant d'occasions de perpétrer l'emprise d'un parent violent sur la victime et sur l'enfant, autant de risques de non-violence. La reconnaissance de l'emprise comme violence psychologique sera aussi un changement de paradigme. Je souhaiterais, avant de conclure, encore vous assurer que malgré le récent remaniement, la création du nouveau comité de pilotage national pour améliorer la mise en œuvre des ordonnances de protection reste bien à l'ordre du jour. Enfin, les membres du groupe RDSE estiment que le texte auquel aboutit la CMP devrait contribuer à bâtir une prévention plus efficace et une meilleure protection des victimes de leurs enfants, avec des répercussions concrètes. En faisant, il participera à ce que la peur change de camp et que la parole se libère. C'est donc unanimement que le groupe RDSE votera ce texte. Monsieur le sénateur, j'ai fait